Bonjour à tous et bienvenue dans la bibliothèque de la Collegia. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la légende de la fée Mélusine. C'est une fée bâtisseuse très intéressante qui nous suivra à travers nos aventures et nos pérégrinations. Le texte de cette vidéo est issu du site Accueil Vendée que vous retrouverez en bas de la vidéo. En Albanie, le roi Élinas perd sa jeune épouse. Il avait un fils nommé Florimond. Lors d'une chasse, Élinas s'arrêta près d'une fontaine d'où lui parvenait une voix de femme si mélodieuse qu'il en fut troublé. La dame lui apparut si belle qu'il lui fit sa cour. Elle accepta de l'épouser à la seule condition. Si des enfants venaient à naître de cette union, il ne la verrait que lorsqu'il lui en donnerait l'autorisation. Il accepta la condition. Cette nouvelle reine faisait l'admiration de tous sauf un, Florimond, qui la haïssait. La reine eut 3 filles le même jour, Palestine, Méliore et Mélusine. Fou de joie, le roi accourut pour voir ses filles et en oublia sa promesse. Ainsi, il perda sa femme pour toujours. Elle disparut avec leurs 3 filles dans l'île perdue, où régnait sa sœur Morgane. Mélusine voulut alors se venger de son père, qui les avait ainsi condamnés à l'isolement. Les 3 sœurs allèrent en Albanie et firent prisonnier leur père. Leur mère, apprenant les faits, se mit en colère. Mélusine, à l'origine du complot, fut condamnée à rester fée. « Tu seras serpente du nombril aux pieds », lui dit-elle. « Cependant, si tu trouves un homme qui veut t'épouser, qu'il te jure d'abord de ne jamais te voir le samedi, et s'il découvre ton secret, qu'il ne le révèle à personne. Alors tu vivras comme femme naturelle et mourras naturellement. De toi naîtra une noble lignée qui s'illustrera par de grandes prouesses. Si ton mari te trahit, tu retourneras au tourment pour l'éternité, et tu apparaîtras 3 jours avant que la forteresse que tu construiras et à laquelle tu donneras ton nom change de seigneur, et aussi quand l'un de tes descendants devra mourir. » Mélusine se rendit donc sur les lieux désignés par sa mère, au cœur des grandes forêts. Raymondin, neveu du comte de Poitiers, y chassait le sanglier, et par maladresse, blessa mortellement son oncle. Il en fut si attristé qu'il erra plusieurs jours dans la forêt. Il rencontra dans une clairière une dame d'une grande beauté qui lui proposa son aide, et lui fit promettre de l'épouser. Raymondin accepta, mais il y avait une condition, ne jamais chercher à la voir le samedi. Mélusine aurait enfanté 10 fils, ouvrant ainsi la lignée des comtes de Lusignan. Le premier, Urien, naquit bien formé, mais avec un œil rouge et l'autre perse, et les plus grandes oreilles que l'on ait jamais vues à un enfant. Plus rapidement naquit le second, Eudes, grand et bien formé, avec une oreille plus grande que l'autre. Entre 2 naissances, Mélusine construisait forteresses, Tiffauges, Talmont, Parthenay, églises, châteaux et monastères. C'est ainsi que Vouvant fut édifié en une nuit, avec 3 dornées de pierre et une goulée d'eau, parfois dirigeant les travaux, parfois exécutant elle-même en transportant les pierres, dans son devant de mousseline, la nuit au clair de lune, son tablier contenait tant de pierres que le travail était vite achevé. Mervan fut si rapidement édifié que les habitants en étaient stupéfaits. Une nuit, un curieux se cacha dans les broussailles. Mélusine aperçut le curieux et entra en colère. Elle jeta sa malédiction. Les constructions de Mervan et Vouvant seraient condamnées à crouler, pierre par pierre, d'année en année. Le 3e fils naquit, Guyon, bel enfant, mais avec un œil plus haut que l'autre. Comme après chaque naissance, Mélusine demeurait toujours bâtisseuse. Elle érigea la tour Mélusine de La Rochelle, qui devint la tour de la Chaîne. Une nuit, surprise par un moissonneur qui s'était endormi, elle laissa choir son chargement. Et depuis, c'est l'une des pierres restées sur place qui devint la pierre qui vire. Antoine vint au monde, grand et bien formé, mais avec une patte de lion à la joue gauche, et avant qu'il ait 8 ans, elle devint velue, avec des griffes tranchantes. Le 5e, Renaud, était doux et courtois, mais avec un seul œil remarquablement perçant. Le 6e naquit avec une dent qui sortait de la bouche, Geoffroy la grande dent, grand, fort, mais cruel. Rabelais en fit le ancêtre de Pantagruel. Fromond le 7e portait une tache velue sur le nez, mais fut très doux et pieux. Horrible le 8e, qui portait bien son nom, eut 3 yeux, dont l'un au milieu du front. Cruel, à l'âge de 4 ans,
il avait déjà tué 2 de ses nourrices. Urien, Guyon, Renaud et Antoine s'en iront de par le monde. Urien épousera la fille du roi de Chypre, Guyon celle du roi d'Arménie, Renaud celle du roi de Bohême, Antoine épousera Chrétienne de Luxembourg. Geoffroy sera le soutien permanent de ses frères dans les différents combats contre leurs ennemis et reviendra à Mervan. C'est un samedi à Mervan que Raymondin reçoit son frère. Ce dernier s'inquiète de ne pas voir Mélusine et lui suggère qu'elle le trompe avec un autre. Raymondin, fou de colère et de jalousie, se précipite sur la porte de la chambre de Mélusine, dans laquelle il fait un trou avec la pointe de son épée. Il l'aperçoit dans une grande cuve en marbre, battant l'eau de son corps en queue de serpent. Raymondin venait d'oublier son serment. Le lendemain, Mélusine se rend à Niort pour la construction des tours jumelles. Fromont, quant à lui, se fait moine à Maïzé, ce qui déplaît fort à Geoffroy, qui mettra le feu à l'abbaye. Les moines brûlèrent vifs et la moitié de l'abbaye partit en fumée. Pris de remords, il avoue son crime à son père. Raymondin devint enragé et maudit Geoffroy. Mélusine ne peut le raisonner. La discorde s'installe. Le destin doit s'accomplir. Mélusine doit quitter Raymondin. Elle lui demande de protéger Raymonée et Thierry, leurs plus jeunes enfants. Thierry devint le seigneur de Mervan et Vouvant. Elle lui demande aussi de supprimer Horrible. Elle fait ses adieux et prend son envol de la fenêtre qu'elle quitte dans un cri déchirant et un soupir douloureux en se transformant en serpente ailée. Raymondin tient sa promesse. Horrible sera étouffé. Tous les soirs, Mélusine venait réveiller ses jeunes enfants. Elle vivait dans les ruines de ses châteaux, les grottes, sources ou puits profonds. Devenait parfois anguille et parfois colombe. Geoffroy, quant à lui, part à l'assaut des géants Gardon et Guérande. Il venge son père, Anton son oncle, par qui le malheur est arrivé. Raymondin, malheureux, part en pèlerinage à Rome et se retirera à Montserrat, en Espagne, d'où ses fils lui rendront régulièrement visite. La veille d'un de leurs départs, la fée Serpente apparut au pied de la tour, poussant des cris de douleur, et s'enfuit en direction de Montserrat. Suivant la prédiction de sa mère, elle devait apparaître 3 jours avant que le château ne change de seigneur, ou avant la mort d'un de ses héritiers. C'est ainsi qu'arrivant à Montserrat, Geoffroy et Thierry trouvèrent leur père décédé. À son retour, Geoffroy fit reconstruire Maïzé encore plus puissante et plus imposante. Les terres de Geoffroy étaient bien gérées et jamais il n'exigeait de compte. Au bout de 10 ans, il tint à lui présenter les comptes. Il accepta et remarqua une rente annuelle versée pour réparation du pommel de la tour. À qui cette rente était-elle versée? Nul ne le savait. On racontait qu'après le départ de Mélusine, le dernier jour d'août, une grande main avait arraché la pommelle de la tour et que la charpente s'était écroulée. Il y en avait été ainsi jusqu'au jour où un homme s'était présenté à Raymondin et lui avait demandé de mettre chaque année, à la même date, 30 pièces d'argent dans une bourse de cuir et de la déposer au dernier étage de la tour. Dès lors, plus jamais la tour ne s'était écroulée. Geoffroy ne l'entendit pas ainsi et voulut connaître l'identité de celui qui recevait cette rente. Geoffroy prépara la bourse pour le jour dit et la mit autour de son cou. Il prit épée et bouclier et monta au dernier étage de la tour. Un haut chevalier apparut. Un duel sans merci s'ensuivit, prolongé le lendemain par un autre duel sur le pré. Geoffroy fut vaillant et le chevalier s'expliqua. « Sache, Geoffroy, que les 10 sols n'étaient que pour le profit de l'âme de ton père, car à Rome, le pape lui avait imposé une pénitence pour le parjure fait à ta mère. Et cette pénitence, jamais il ne la fit. » Le chevalier disparut comme il était venu. Les fils de Mélusine continuèrent de gouverner leurs terres, mais quiconque de la lignée apercevait la serpente savait sa mort proche. Geoffroy mourut très âgé et fut inhumé à Maïzé. Les autres fils de Mélusine eurent des descendants, tous apparentés au plus grand royaume de ce monde. Bâtisseuse de châteaux, églises, abbayes, elle construit seule, la nuit. Elle porte les matériaux, comme ses enfants, dans sa dorne, ses entrailles. Elle est mère et représente l'énergie créatrice. Ses affinités avec l'eau s'affirment partout où elle laisse des traces. Eau des océans, rivières sacrées, eau des fontaines et sources, l'eau est féconde.
Elle s'y régénère par le bain rituel du samedi. La régénération est l'image de l'immortalité. L'eau qui sort des profondeurs de la terre est son domaine d'élection. Par cette eau, elle tient un peu des puissances infernales. Comme elle assure la fécondité et familiarise avec la mort. Rien d'étonnant qu'elle apparaisse comme un message funèbre, annonçant la mort prochaine, au moins, à ceux de son lignage. Fécondité, immortalité, ce sont là deux de ces aspects essentiels du symbolisme du serpent. Et Mélusine, avant tout, dans sa forme, est serpente. Une des versions les plus célèbres aurait été écrite par Jean d'Arras, en 1392. Un trouvère du nom de Couldret aurait écrit en vers la légende de la fée Mélusine, peu de temps après Jean d'Arras. Le roman de Mélusine a été écrit entre 1401 et 1405. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager, commenter, à bientôt et bonne route sur la voie.